va parler de la vie et de la biodiversité et du biomimétisme parce qu'il y a bien un thème qui nous est cher, c'est comment être favorable à la vie et à la biodiversité. S'en inspirer, c'est formidable, mais s'en inspirer pour la protéger et parfois la régénérer et régénérer ce qu'on a abîmé, c'est encore mieux. Et donc on a voulu un moment d'échange qu'on a appelé renvoyer l'ascenseur. Voilà. Comment s'inspirer du vivant au service de notre muse. Alors, on a le grand plaisir et le grand honneur pour à la fois participer et animer cette table ronde. Merci beaucoup de l'avoir proposé, Gilles. D'accueillir Gilles Boeuf, sous vos applaudissements, Emmanuel Delannoy, Aurélie Pontal et Nathalie de Vulder. C'est bien, merci. Et bonjour à tous. On a déjà vu depuis ce matin. Là, je me fais alpaguer toutes les 10 minutes depuis que je suis arrivé. Là, donc, avec des tas de questions qui prouvent qu'on est bien sur un thème qui fascine. En plus, c'est sûr que les gens qui sont venus ici et qui ont fait le chemin pour venir jusque-là sont intéressés par le sujet. Alors, je vais partir d'un pharmacien américain qui, il y a quelques années, qui s'appelle Jeremy Langdon. Et il disait, mon brave Jeremy Langdon, je plains les pharmaciens qui devront, en 2050, mettre au point des médicaments à partir de plantes qui auront disparu il y a 40 ans. Voilà. On est vraiment en plein là-dedans. Ce matin, Emmanuel a donné quelques chiffres. C'est vrai que moi, ça fait maintenant 20 ans que je travaille sur ces questions-là, que je prêche là-dessus en disant cette biodiversité. Alors d'abord, le terme biodiversité, il est encore un peu... Moi, souvent, maintenant, je l'ai remplacé par le mot vivant. Je me rends compte que les gens accrochent beaucoup mieux. C'est exactement pareil. Hein. Si vous voulez trouver un mot qui ne soit pas trop compliqué... Alors, on n'enlève pas biodiversité aujourd'hui parce qu'il est passé dans les mœurs. Mais on pourrait. C'est le vivant. Voilà. Le vivant, dans toute l'acceptation du terme, le vivant. Alors, le vivant, c'est forcément des bactéries. Hein. On en a un petit peu parlé ce matin. Emmanuel a fait quelques allusions. L'océan, s'il vous plaît, un seul océan. Il n'y a pas des océans. One ocean. Il y a plein de mers différentes. Si l'océan est unique, c'est l'humain qui a mis des petits pointillés sur des cartes pour en faire des océans. Les coureurs d'océan, ça faisait joli, mais c'est de la poésie. Hein. Un océan. Sinon, il ne jouerait pas ce rôle sur le climat comme il le fait aujourd'hui. Si vous plongez à 400 mètres de fond, où que vous soyez, vous aurez 11 millimoles de potassium. 450 de sodium, 560 de chlorure. S'il y avait des océans, ce ne serait pas la même chose. Un océan, plein de mers différentes. Et c'est vrai qu'au niveau océanique, au niveau terrestre, aujourd'hui, on vit ces épisodes de cette biodiversité, elle s'en va. Et elle s'en va malheureusement dans l'indifférence générale. C'est un Américain qui, pas n'importe qui, il est issu des écoles de la conservation. À l'époque, ça commençait tout juste. Hein. Conservation Biology, il n'y avait pas d'écologue de la conservation. 85, et il dit le terme de, en anglais, biodiversity, ça part comme ça. Comme il n'est pas très connu, ça ne sort pas. Et un an après, en 86, c'est Wilson, hein, un entomologiste, un spécialiste des fourmis qui est très connu. C'est le grand homme qui a écrit beaucoup sur ces questions-là, qui propose le terme de biodiversity. Il reste dans les laboratoires d'écologie jusqu'en 92. Et en 92, il sort de laboratoire, massivement. Essayez aujourd'hui d'ouvrir un média, quel qu'il soit, sans voir biodiversité, tant mieux pour nous. Hein. Je me souviens, il y a à peu près 10 ans, on faisait des enquêtes dans la rue avec une sociologue belge qui disait aux gens, c'est quoi la biodiversité? Et c'est quoi le changement climatique? Et on se rendait compte qu'il y avait beaucoup plus de pertinence dans la réponse sur le climat que sur la biodiversité. Aujourd'hui, 10 ans après, c'est quand même bien mieux. Il y a 35% des gens qui vous disent à peu près ce que c'est. On a dit les bactéries, les protistes. On les a évoqués depuis ce matin. C'est quoi un protiste? C'est une grosse cellule unique, à noyau, plus grosse qu'une bactérie, qui vit un peu partout. C'est par exemple une levure. Qu'aurions-nous comme fromage et comme vin et comme toute bière sans levure? On n'en aurait pas. Ce sont aussi les microalgues de l'océan. Tara Océan, première campagne 2009-2013. La suivante récemment donc sur le corail. On ramène, alors qu'on connaissait dans l'océan un peu moins de 300 000 espèces décrites, ils ramènent 600 000 séquences. Ça va prendre 50 ans hein, avant qu'elles deviennent des bonnes espèces, décrites, photographiées, dessinées, analysées, séquencées. Ça prendra du temps, mais ça existe. Il me disait la semaine dernière, sur le corail, on ramène 3 fois plus. Donc il y a une énorme diversité de micro-organismes dans l'océan. Des bactéries, des protistes. Et ça fait 98% de la biomasse de l'océan. Tout ce que vous aimez, que vous connaissez, tout ce qu'on mange, les poissons, les crabes, tout ce que vous voulez, les baleines, on ne les mange pas heureusement, mais elles sont là, c'est 2% de la biomasse océanique. Et là, les chiffres sont les mêmes pour un sol. Hein.
Il ne l'a pas cité ce matin, mon ami Emmanuel, mais il pensait à un livre qui s'appelle Jamais seul, de Marc-André Sellos, où il vous raconte, il a parlé très très bien du microbiote et puis aussi de ce rhizobiote. En fait, on a 2 livres récents sortis qui m'ont bouleversé parce qu'ils relancent toutes nos questions sur l'évolution. Celui de Marc-André Sellos, Jamais seul, pour un arbre, ce que vous voyez, c'est comme un iceberg, c'est quelques pourcents de tout ce qui existe autour de l'arbre en question, même en imaginant ses racines. Et le second, c'est l'an dernier, écrit par Éric Batteste, c'est Tous entrelacés. Et là, il va jusqu'à l'humain. Tout ce que nous vivons est totalement, il en a parlé ce matin, Emmanuel, pas avec ces termes-là, mais Éric, c'est le livre qu'il faut lire là-dessus. Nous sommes, je ne sais pas comment on dit, un entrelac incroyable de cellules non humaines avec des cellules humaines. Des bactéries, des protistes, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que sans arrêt, il y a un dialogue moléculaire entre ces bactéries que nous hébergeons, sur la peau, dans les cheveux, pas les trous de nez, hein. On est beau quand même, mais il y en a partout. Et puis, ces micro-organismes. Des maladies aussi sérieuses que l'autisme, Alzheimer, on a parlé du diabète de type 2 tout à l'heure, les questions aussi liées à l'obésité. On a séquencé des intestins d'obèses. Ce n'est pas du tout les mêmes bactéries que chez un type qui est svelte. D'ailleurs, maintenant, il y a une technique, c'est dégoûtant, mais ça marche. Hein. On récupère du caca d'un type qui est svelte, on les donne à l'obèse et ça fait maigrir. Donc, vous voyez que nos rapports à ce vivant non humain, ils sont vraiment essentiels. Après, il y a les champignons. Et les champignons, on est très loin de connaître même pas 10% de ce qui existe. Et après, donc, ce qu'on connaît, les plantes et les animaux. Tout ça, c'est le vivant, c'est la biodiversité. Et tout ceci est profondément entrelacé, tellement qu'aujourd'hui, dans des programmes de restauration de forêts ancestrales, je parle des espèces qui étaient là depuis très longtemps, pas des eucalyptus ou des pins, quand on replante, pour réussir avec des araucarias, par exemple, avec des lencastes, des notophagus en Patagonie, il faut les entrelacer. Dans le même endroit, on met plusieurs espèces en même temps, dans le même trou. Et ça marche. Si on ne le fait pas, on n'arrive pas à relancer des forêts d'arbres ancestraux comme étaient ces arbres dans les forêts de Patagonie. Et c'est pareil aussi en Indonésie si on veut remettre les essences locales. Donc vous voyez que ces connaissances-là nous bouleversent. Et malgré cela, on est dans l'autre sens, notre technologie va tout changer, va nous permettre de tout revoir. C'est la pire des stupidités d'Homo sapiens. Ce matin, il a dit très bien, Emmanuel, il a dit, on s'est nous-mêmes baptisés comme ça. Hein. Quand Linné, on est en 1758, décide d'appeler l'humain Homo sapiens, l'homme qui sait. Il a déjà appelé des espèces Atrox, Ferox, Horribilis, Horridus, Goulot et nous sapiens. Je lisais le journal ce matin en venant ici retrouver mes amis à la Villette. Relation déjà entre les filles et les garçons, catastrophique en ce moment. Ça ne s'arrange pas du tout, les relations entre les hommes et les femmes. C'est toujours pareil, c'est une cata. Écoutez les attaques dont a fait l'objet la petite Greta Thunberg parce qu'elle est fille récemment. J'ai honte d'être un mâle d'Homo sapiens. Ensuite, vous avez bien sûr les relations entre les humains et les non-humains qui ne s'arrangent pas du tout. Et ce matin, les chiffres qu'a donné Emmanuel sur l'effondrement du vivant sauvage et l'explosion du vivant domestique, il n'a pas mis les poulets. Moi, je mettrais les poulets, on a les chiffres maintenant. Hein. La plus grosse biomasse, c'est les poulets. On bouffe tous des poulets. Qu'on soit petit, moche, gros, fille, garçon, en Patagonie, au Kamtchatka, on bouffe tous du poulet. Il y en a partout. Alors, comme ils ont des pattes un peu trop hautes, on leur a coupé les pattes. Hein. Quand ils pondaient des œufs, comme ils tombaient trop, l'œuf se cassait, on a fait des œufs incassables. Enfin, on a tout bricolé en génétique sur ces fameux poulets. Et on arrive à ces situations dramatiques où aujourd'hui, l'humain, la biomasse de l'humain, presque 8 milliards, demain on est plein de 8 milliards. Hein. Les animaux domestiques, les chiens, les chats, ne les oublions pas, une véritable catastrophe environnementale. Hein. Allez récupérer un chat libéré dans la forêt primaire de Nouvelle-Calédonie, qui vit que la nuit, sans aucun prédateur local. C'est le seul endroit où j'ai vu des mères français pleurer. Pleurer parce que le chat lui bouffait ses geckos endémiques ou ses oiseaux sans ailes. On dit, ils sont cons, ils n'ont pas d'ailes. Ben, sur une île, c'était bien de ne pas avoir d'ailes finalement, les cagous en particulier. C'est tout ça l'histoire en fait de l'humain qui transporte les animaux domestiques. Partout où il est allé. Donc effectivement, le chien, 35 000 ans, le chat, 15 000. Puis après, rapidement, c'est la trilogie, le porc, les chèvres, les moutons. Un petit peu après, ça va être la vache. Le cheval, beaucoup plus récemment, et l'année, c'est le lapin. Et tout ça a été allègrement transporté par l'humain partout. Et fait la situation actuelle, où est la place pour le sauvage? Donc je terminerai là-dessus en vous disant que allons regarder ce qui se passe. Mes amis médecins, je travaille beaucoup avec des médecins, ils connaissent 2 espèces qu'ils appellent petit animal.
en dehors de Homo sapiens, ils connaissent l'humain. Ils connaissent effectivement la souris normale et la souris transgénique. Voilà, on ne connaît que ça. C'est ça le petit animal. Donc on a dit ce matin qu'il y avait au moins 2,2 millions d'espèces connues sur la Terre, 1,3 million d'animaux. On en connaît 2, on travaille sur 2. Et ce biomimétisme qu'on encense depuis ce matin, on a raison de le faire ici. J'écoutais tout à l'heure les débats sur les ours. Ils sont fascinants parce que allons voir comment ils font. Souvent, j'aime bien Kalina quand elle dit en fait 4 milliards d'années de R&D, parce qu'on dit 3,8, mais en fait c'est 4, hein, faut voir. Il y a eu des racines avant. Vers 4 milliards d'années, le vivant se développe, cette planète Terre, à partir d'une histoire qui a 700 millions d'années de plus à peu près. Donc la vie est apparue assez vite. Hein. On a parlé du rôle de l'eau. Je rappelle qu'un bébé humain à la naissance, c'est 3/4 d'eau. Quand je vois un type qui lave sa bagnole, on s'engueule à chaque fois finalement. Hein. Je lui dis, mais vous lavez votre voiture avec une molécule qui fait les 3/4 d'un bébé. Alors le type, il ferme son robinet tout de suite au terme. Le type, il est super embêté, il a honte. Là. Tout est là. On a oublié ces relations intimes, mais tellement évidentes avec ce vivant qui nous entoure. Donc c'est là que fait-on? Si on veut s'inspirer de ce vivant, gardons-le avec nous. Et le dernier aspect, c'est la dignité de l'animal, parce que je me suis beaucoup battu aussi avec les défenseurs des animaux. Alors maintenant, j'ai compris. Jusqu'à 35 ans, j'ai passé mon temps à me battre contre des moulins à vent. C'est fini. J'ai passé 35 ans, donc j'arrête. C'est pas moi qui irai défendre la dignité de l'animal, parce que c'est insoluble. On a des haines farouches, l'animal n'est pas digne. Alors dans ce cas-là, notre dignité à nous, puisqu'on est le seul à être digne, c'est le respect de l'animal. Et si on n'a pas effectivement le respect de l'humain non vivant, tout ce qu'on raconte là n'arrivera pas du tout à aboutir. Donc si effectivement, à l'inverse, ce biomimétisme, avec ces merveilleux exemples que vous comptez depuis ce matin ici, et qu'on va continuer à raconter, avec le CEBIO, c'est tous les participants ici, nous permettent effectivement de justifier une défense de cet environnement qui nous entoure, ça sera déjà pas mal. Et je me rappelle des gens qui calculaient sur la forêt tropicale amazonienne que sur 100 hectares de forêt, on sortait un médicament d'intérêt. Alors c'est vraiment joué, on se prostitue un peu en faisant ça, mais bon, écoutez, si ça marche, on est prêt à tout. Hein. On sauve la forêt parce que justement, on se prive de ressources liées à des plantes qu'on va faire disparaître. Et c'est là qu'on voudrait, dans ce petit débat-là, ici, entre nous, partir dans l'autre sens. Comment ce biomimétisme qui va se développer, et j'espère qu'on va convaincre beaucoup de monde, peut nous aider en retour à essayer de sauver cette diversité biologique. Merci Gilles. Bon, ça ne va pas être facile de rebondir sur cette introduction. Simplement pour dire, et j'en profite pour l'annoncer là, on va en parler un petit peu après aussi, si on est là ce soir, c'est aussi pour annoncer le lancement d'une initiative. Aujourd'hui, on en est à l'acte 0. Hein, c'est un texte qui s'intitule « Pour un biomimétisme au service de la vie ». Et on est bien d'accord, après ce qu'on vient d'entendre, ce n'est pas un biomimétisme qui se sert du vivant, c'est un biomimétisme qui sert le vivant, c'est quand même très différent. On est sur cette idée finalement de faire équipe avec la vie qui était chère à Robert Barbeau. Et l'enjeu, en fait, c'est finalement de mettre au point, de commencer à travailler, à réfléchir ensemble sur une éthique du biomimétisme, c'est-à-dire finalement nos énergies de biomiméticiens, d'acteurs du biomimétisme, sur quoi on doit les faire porter aujourd'hui. Et la conclusion, c'est simplement de dire, mais on doit faire porter nos énergies de biomiméticiens sur tout ce qui va contribuer à une transition écologique radicale, transformationnelle de l'économie, sur tout ce qui va contribuer à l'émergence d'une économie régénératrice et non plus destructrice comme aujourd'hui des écosystèmes, sur tout ce qui va contribuer à l'émergence d'une agriculture qui va régénérer les sols, et bien sûr sur la restauration des grands équilibres de l'océan, merci, j'ai retenu, des grands équilibres climatiques, de la composition chimique de l'atmosphère, de la régénération des sols, et quelque part réinvestir dans tous ces piliers, tous ces facteurs de production, de création de bien-être humain durable. Voilà, donc cette initiative, elle est déjà signée par beaucoup d'acteurs. Alors ça, pour prendre de A à Z, ça commence par Annabelle Haïch du Muséum national d'histoire naturelle et ça se termine par Léa Zaflaski de Make Sense. Et entre les deux, il y a un certain nombre de gens comme Gilles, ici présent, comme Nathalie, ici présente aussi. Et donc, une grande diversité d'acteurs aussi de l'institution qu'est le Muséum national d'histoire naturelle, de la recherche, de l'Agence française pour la biodiversité, d'acteurs du conseil et de la transformation, des bureaux d'études.
de la Cité des Sciences et d'entreprises aussi comme RTE ou Renault par exemple qui ont souhaité signer ce texte. Alors c'est pas un manifeste, c'est pas tout à fait un appel non plus, c'est pas non plus tout à fait une pétition, c'est vraiment un acte zéro et c'est vraiment quelque chose qui doit entraîner sur d'autres mouvements. Et la petite annonce que je voudrais simplement vous faire, c'est que ce texte, il est aujourd'hui, mais à l'instant où je vous parle là, on l'a mis en ligne il y a quelques minutes, accessible à la signature, c'est-à-dire que vous pouvez tous aller sur change.org, le retrouver, et pour trouver le lien, vous allez sur le blog de Picaya, vous verrez, il y a le dernier article publié, c'est pour un biomimétisme au service de la vie. Il y a le lien pour signer en bas, vous pourrez prendre connaissance du texte et le signer après. Bonjour à tous, merci de cet accueil déjà parce qu'on est très content en tant qu'ONG, donc le WWF d'être présent. Donc moi je suis Aurélie Pontal, donc oui je suis responsable de partenariat au WWF. Dans la notion de partenariat, il y a vraiment la notion de collaboration, de coopération. Pourquoi le Panda est là aujourd'hui? Alors, je ne vais pas revenir sur le constat, parce que je pense qu'on avait un très bon porte-parole avec Gilles en introduction, mais je vais revenir plutôt sur les missions du WWF et qu'est-ce qui nous intéresse finalement dans le biomimétisme, pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc le WWF, c'est une ONG de préservation de l'environnement, mais qui a vraiment deux spécificités, je dirais, dans le paysage associatif. La première, c'est sa mission de réconcilier l'homme avec la nature. Donc en fait, l'activité humaine est vraiment prégnante dans nos missions. Nous, notre idée, c'est vraiment de se dire, finalement, pour relever les défis qu'on connaît aujourd'hui, du changement climatique, de l'effondrement du vivant, c'est bien en travaillant avec, finalement, les activités qui sont à la source du problème, mais qui sont aussi porteuses de solutions, qu'on peut y arriver. Donc ça, c'est très important, c'est vraiment finalement notre ADN, nous, au WWF. C'est pour ça qu'on s'intéresse à la fois aux causes, mais aussi aux alternatives possibles. Et c'est dans ce cadre-là, justement, que le biomimétisme nous intéresse. Alors nous, c'est un peu exploratoire aujourd'hui en termes d'ONG. La biodiversité, on connaît, les écosystèmes, on connaît, mais le biomimétisme en tant que tel, c'est un peu nouveau. C'est d'ailleurs, je crois, la première fois qu'on intervient sur Biomimexpo. Mais c'est intéressant pour nous d'explorer. On aime bien, nous, chez les pandas, explorer. On n'a pas une approche du tout dogmatique, mais vraiment pragmatique. Ça, c'est très important aussi. Et donc, ce qui pourrait, finalement, la façon dont on travaille aujourd'hui au WWF, pourrait, on pense, inspirer, finalement, les travaux qui sont menés autour du biomimétisme. De façon très humble, mais en fait, nous, notre vision, puisque le sujet de la table ronde, c'est finalement comment, c'est pas tellement le quoi, c'est pas tellement le pourquoi, c'est comment. Comment on peut faire en sorte que le biomimétisme se mette au service, finalement, des enjeux qu'on doit relever aujourd'hui. Et donc, sur ce comment, la façon dont on travaille souvent, nous, c'est la deuxième spécificité du WWF, c'est vraiment une approche scientifique. Donc là, on se rejoint. Alors moi, je ne suis pas scientifique, mais l'idée, c'est de se dire, finalement, quand on veut résoudre un problème, une problématique, relever un défi, on va devoir se poser la question on va devoir étudier le problème, on va devoir l'analyser, on va devoir, par exemple, définir une solution. Et donc ça, c'est un travail de recherche qui est très important et qu'on mène aussi au WWF. Et ce travail de recherche, il permet en fait de définir finalement une trajectoire. C'est-à-dire qu'on l'a, par exemple, si je prends un exemple concret, sur le climat, il y a maintenant plusieurs années, le WWF a été très mobilisé sur la question du changement climatique. C'est quoi la trajectoire scientifique pour relever le défi du changement climatique? Et donc on s'appuie finalement sur les travaux du scientifique, en l'occurrence sur le climat, c'est ce qu'on appelle le GIEC, et donc on porte finalement ce message auprès des acteurs économiques de respecter, comment vous allez respecter cette trajectoire. Aujourd'hui, on est un peu en ébullition au WWF sur la thématique de la biodiversité qui nous réunit aujourd'hui, parce que finalement on n'a pas encore cette approche science-based sur les limites de la planète du point de vue de la biodiversité. C'est quoi finalement notre trajectoire pour respecter ces fameuses limites? Et pourquoi on n'a pas ça? Parce que souvent, quand on travaille sur une problématique donnée, une activité, en fait, on a plutôt tendance à intégrer les enjeux environnementaux à l'activité, plutôt que finalement partir des enjeux environnementaux et des limites de notre planète pour les intégrer
justement dans l'activité, dans l'innovation. Ça, c'est vraiment très important parce que c'est vraiment un changement de façon de penser. Et donc, sur le comment on peut l'appliquer au biomimétisme, ça voudrait dire quoi concrètement ? Ça voudrait dire que quand on veut travailler sur une recherche de solution, une application en R&D, il faut quand même se poser la question de la finalité. Est-ce que la recherche sur laquelle je travaille, quelle est sa finalité ? Est-ce qu'elle répond finalement à un défi environnemental en termes d'application ? Faut se poser aussi la question une fois que je passe, j'ai vu plusieurs solutions qui ont été évoquées aujourd'hui. Alors, je n'ai pas pu assister à la matinée, malheureusement, mais j'ai vu effectivement plein d'innovations extrêmement intéressantes. Et donc, se poser aussi la question de l'impact, positif comme négatif. J'ai trouvé une solution alternative, j'ai trouvé un matériau de substitution. Quels sont, in fine, les gains environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie ? Comment, à un moment donné, il faut quand même se poser la question des gains, du sourcing de ces matériaux, puisqu'il y a des matériaux qui vont être, et même sur les matériaux biosourcés, ça fait débat aujourd'hui, on parle de plastique biosourcé qui rentre en compétition avec l'alimentation. Ce n'est pas parce qu'un matériau est biosourcé qu'il est durable. Il faut vraiment déconstruire les idées reçues, et c'est ce qu'on essaie de faire, et je pense que là-dessus, l'approche du comment sur le biomimétisme doit vraiment élargir son spectre, c'est-à-dire qu'on doit un peu sortir des silos pour se poser ces questions qui sont souvent du bon sens, mais c'est des réflexes totalement différents en termes de réflexion. C'est comment ça s'inscrit, comment je peux travailler justement sur le sourcing de mes matériaux, sur leur traitement en fin de vie. Et puis après, nous, le dernier point, c'est bien sûr la question de l'éthique aussi dans tout ça. Finalement, quand on étudie une espèce, quel prélèvement je fais de l'espèce dans son biotope, dans son écosystème, l'observation, elle se passe comment en laboratoire, en milieu naturel. Ces questions d'éthique aussi, du bien-être animal, même si ce n'est pas des travaux, une expertise WWF, forcément ça nous interroge. Mais je pense que, moi je sens des débats, parce que j'étais là aussi le 11 septembre, je sens qu'il y a une envie, en tout cas de tous les acteurs que j'ai pu croiser sur ce sujet, d'intégrer ces idées. Et donc nous, on serait ravis de contribuer à ça, parce que je pense que les ONG sont encore peu présentes sur le biomimétisme. Et alors nous, WWF, on est souvent un peu d'ailleurs pionniers sur plein de choses, parce qu'on aime bien tester. Donc on prend des risques, c'est aussi on prend des risques. Mais on serait très ouverts à échanger avec les acteurs là-dessus. Bonjour à tous. Donc, je suis aussi très heureuse d'être là avec vous trois et vous tous. Alors, RTE, en deux mots, notre raison d'être, c'est de faire en sorte qu'à chaque seconde, le courant passe, mais dans 15 ans aussi, et assurer la solidarité électrique à toutes les mailles du territoire, du local à l'Europe. Il ne faut pas opposer les mailles. Alors, finalement, je me suis posé la question, comment répondre à cette question ? Et je trouvais que finalement, de témoigner du cheminement d'une entreprise, parce qu'on ne se réveille pas un matin en se disant, tiens, je vais faire du biomimétisme pour protéger la biodiversité. Finalement, ce cheminement est important, ça prend du temps, c'est une prise de conscience. Et donc, j'ai envie de dire finalement 3 actes dans notre prise de conscience. Avant les années 2000, la nature était vue comme un risque. On luttait contre la végétation qui poussait sous nos lignes, donc il fallait couper les arbres. On luttait contre les oiseaux qui venaient coloniser nos pylônes, les rongeurs qui venaient dans nos postes. Et donc, finalement, on demandait à nos salariés de lutter contre cette nature. Deuxième acte, à partir des années 2000, finalement, la nature comme partie prenante. Et on essaie de comprendre finalement nos interactions et de composer avec elle. Et on se rend compte, et donc là, composer avec elle, c'est finalement aussi travailler avec des associations, des partenaires très variés pour pouvoir trouver des solutions. Et on se rend compte que ces solutions, finalement, ne sont pas contraignantes, mais apportent des solutions et de la richesse. Pour prendre un exemple, la gestion alternative de nos emprises sous nos lignes. On doit couper les arbres pour éviter les coupures. Finalement, le Muséum d'histoire naturelle nous fait découvrir qu'il y a beaucoup plus de biodiversité sous ces emprises. Et la stratégie aujourd'hui, c'est de faire de ces emprises, donc c'est ce qu'il y a sous les lignes, des corridors de biodiversité pour finalement permettre ces continuités. Et donc tout ça, ça change le regard de nos salariés, mais aussi des parties prenantes sur cette infrastructure qui devient multi-usage, un transport d'électricité, mais aussi un transport de biodiversité, si on peut dire. Ça donne un motif de fierté et d'enthousiasme vis-à-vis des salariés. Si on prend l'acte 3, après les années 2013-2014, au moment
où en fait on travaille sur cette question de transition énergétique et nous, notre rôle dans cette transition énergétique, dont une des finalités à l'époque, c'est d'insérer massivement des renouvelables. Finalement, on se dit, mais si on fait une transition énergétique, c'est qu'il y a un problème un peu plus large, le climat, et on ne peut pas décorréler le problème. Climat, ressources, biodiversité. Et finalement, substituer du renouvelable, substituer des fossiles au renouvelable sans prendre en compte la question de la biodiversité des ressources, on décale le problème et on risque de passer à côté de quelque chose. Et donc, dans les démarches d'éco-conception qu'on a lancées pour imaginer finalement des solutions plus propres, moins impactantes, le biomimétisme est une source d'inspiration très importante puisque c'est comment non plus réduire nos impacts, enfin les réduire certes au maximum, mais régénérer. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de réduire, il faut régénérer, réparer, donc avec des stratégies finalement beaucoup plus globales. Alors, je vais citer quelques, comme on a moins de temps que prévu, quelques finalement principes qui nous ont inspirés dans la mise en place de cette démarche d'éco-conception. C'est plusieurs choses. D'abord, finalement, comment faire une transition énergétique avec un réseau conçu depuis et pour des décennies. On s'est inspiré de la forêt primaire, donc ça je l'avais raconté lors d'un précédent Miumi Expo, pour effectivement développer des principes d'échange d'informations et de coopération avec de multiples acteurs. L'autre point, c'est les principes de sobriété. On ne réussira pas la transition énergétique sans changer les comportements. La technologie ne nous sauvera pas. Et donc, c'est comment aussi on promeut, et c'est bien ce que la nature nous invite à faire, les questions de sobriété. Par exemple, aujourd'hui, dans nos scénarios produits, puisqu'en fait, on a une mission aussi d'éclairer les politiques publiques, on documente aussi ce sujet, on souhaite le documenter davantage. La sobriété est un levier essentiel de la transition énergétique. L'autre point, et je l'ai cité sur la question des emprises de ligne, c'est la multifonctionnalité de nos ouvrages. Comment finalement ils offrent des opportunités de faire autre chose que la fonction première. Et donc aujourd'hui, on est dans une démarche où on structure par étapes cette stratégie d'éco-conception avec au cœur le biomimétisme. Et il y a un enjeu marin très important, l'océan. Pour ne pas dire les océans, sont un milieu fragile, malade. C'est comment aussi les solutions qu'on va développer pour développer massivement les énergies en mer, pour notre partie le raccordement, comment on le conçoit pour qu'il le soit le moins impactant possible et si possible créer de la valeur. Donc on a lancé un projet que vous avez peut-être vu sur notre site, notre stand, c'est comment faire finalement de ces raccordements finalement des dispositifs qui puissent donc non seulement réduire les impacts, mais développer les écosystèmes. Et donc aussi, comme vous le disiez, un des points essentiels, c'est finalement de tisser des fils, de tisser des collaborations. Et c'est le sens de la démarche qu'on lance aussi autour du biomimétisme et l'énergie pour justement mobiliser un certain nombre d'acteurs autour de cette question, des scientifiques, des industriels, parce qu'on ne peut pas travailler seul sur le sujet. Merci beaucoup. Avant de vous passer la parole, juste une petite remarque. J'étais à Copenhague il y a 3 semaines sur un débat intéressant lancé par la première ministre du Danemark. J'aime beaucoup cette femme parce qu'elle a refusé de vendre le Groenland à Trump. Alors je dis bravo madame, je vous félicite. Je dis, vous savez ce que j'aurais demandé en contrepartie? L'Alaska. Elle me dit oui, la prochaine fois je vous dirai ça, que j'achèterai bien l'Alaska. Et elle avait réuni dans la même salle des scientifiques, des politiques et des écologistes extrémistes. Elle avait pris, pas le WWF justement, c'était des groupes beaucoup plus militants comme Sea Shepherd, elle avait Rewild, elle avait Wildlife Angel, elle avait aussi comme Extinction Rebellion. Et on s'est rendu compte en fait que ces 3 communautés-là n'arrivent pas à faire changer le système. Nous, scientifiques, on prêche sans arrêt, on ne change pas. On n'arrive pas à le faire changer. Les politiques, ceux qui ont envie de faire, n'arrivent pas non plus à faire changer pour l'instant. Et les écologistes non plus, tout seuls non plus. Donc on s'est dit finalement, il manquait un 4e intervenant, moi justement c'est l'entreprise. Et je pense qu'on reprendra effectivement ce débat en mars 2020
avec les mêmes plus le monde entrepreneurial. Et je pense que depuis ce matin, on se rend compte de cette étroitesse de relation à établir entre le monde de l'entreprise et les grandes questions environnementales. Autant pour mettre en évidence ce qui se passe, ça on arrive tout seul déjà à le faire, mais surtout pour proposer les solutions pour demain. Donc je pense que là, vraiment, on tient vraiment un débat super intéressant avec le rôle de chacun. Et quand les gens me disent « je ne suis pas scientifique », ben ça fait partie de la biodiversité aussi. Et heureusement que tout le monde n'est pas scientifique. Je vais vous passer la parole dans la salle maintenant. On n'a pas beaucoup de temps, il reste 5-10 minutes. Allez-y, lâchez-vous. Et si renvoyer l'ascenseur, c'était donner des droits à la nature pour qu'elle devienne actionnaire de nos entreprises? Des questions? Alors moi, je trouve ça super intéressant comme question. C'est l'idée, c'était de donner des droits à la nature, c'est-à-dire changer le côté juridique pour finalement qu'elle devienne même actionnaire des entreprises. C'est un peu la partie prenante silencieuse, hein, la nature. Donc c'est vrai que ça s'adresse peut-être plutôt à l'entreprise. Nous, en tout cas, c'est sûr, WF, on trouve ça très intéressant. On parle d'ailleurs, peut-être juste une parenthèse, on s'intéresse beaucoup dans la perspective de la COP15 en Chine sur la biodiversité, à la notion de capital naturel. En fait, dans nos systèmes économiques aujourd'hui, dans le monde économique, on valorise le capital financier, le capital humain, et finalement, la partie prenante silencieuse, notre capital naturel, n'est pas intégrée dans notre système économique au même titre. Et donc on travaille beaucoup là-dessus en ce moment, mais ça serait et dans cette perspective, on travaille notamment sur comment intégrer le capital naturel dans la comptabilité d'une entreprise. Donc changer carrément les règles comptables, hein, ce serait vraiment une révolution. Il y a beaucoup de travaux, beaucoup d'outils qui existent déjà. On sort d'ailleurs une publication sur l'ensemble des outils jeudi, si ça vous intéresse. Et je pense que dans l'écosystème de l'entreprise, effectivement, sur l'actionnariat, ouais, c'est une très très bonne question. Oui, pas facile. Pour reprendre la question des... Moi j'adorerais, hein, franchement, ça permettrait de passer à l'échelle pour justement la gestion alternative dans les emprises. C'est finalement comment on crée des aménagements favorables à la nature, on laisse faire. Donc, à terme, alors non seulement c'est favorable à la biodiversité, ça développe finalement un dialogue avec l'ensemble des parties prenantes et ça améliore les paysages, mais on se rend compte qu'en même temps, pour la gestion de la végétation sous nos lignes, c'est bien moins cher à terme. Sauf que ça ne rentre pas dans les cases. Il y a des investissements à faire au démarrage. Et donc, aujourd'hui, le changement d'échelle passe aussi par finalement comment on compte dans l'ensemble du bilan de l'entreprise les externalités négatives, mais aussi les externalités positives. Et aujourd'hui, on est plutôt, y compris dans la comptabilité, sur des temps courts. Or, on a besoin de temps longs. Mais j'ai un spécialiste à côté de la permaéconomie et de l'économie expliquée aux humains. Oui, enfin, j'avais juste envie de dire une chose, c'est que finalement, on est dans un des rares domaines où le bon sens va dans le même sens que l'éthique. C'est-à-dire qu'on le prenne simplement par pure rationalité économique et pragmatique, ou qu'on se dise, alors c'est une posture hein, de dire que la nature ou la biodiversité est actionnaire de l'entreprise, mais on peut le dire autrement, en disant simplement, si on ne donne pas des droits à la nature, nous avons des devoirs à l'égard de la nature. Et ça revient strictement au même. Nous avons des devoirs, y compris des devoirs moraux, éthiques, à l'égard de l'ensemble des êtres vivants qui peuplent cette planète. Mais en même temps, le simple gros bon sens nous dit que nous dépendons d'eux et que donc nous devons les prendre en considération dans nos décisions. Juste deux mots, c'est quand même l'idée qu'il y a derrière aujourd'hui les réflexions sur qu'est-ce qu'une entreprise. C'est juste un pacte d'actionnaires dont la finalité est de faire du profit, ou une entreprise c'est bien autre chose, répondre aux grands défis contemporains. Et ce qu'il y a derrière finalement une petite partie de la loi Pacte, comment on intègre finalement dans la mission de l'entreprise une raison d'être qui va bien au-delà de cette seule finalité financière. Ok, une question encore? Il y en a une là-haut, oui. Oui, bonjour. Ça fait plusieurs années que moi j'ai la chance de travailler avec un neurocognitiviste où on essaie de voir comment on peut faire changer les comportements humains voilà, pour que ça s'améliore. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des exemples dans la nature de changement de comportement,
pour mettre les gens dans le mode mental adaptatif, dont on pourrait s'inspirer pour le renvoyer à la nature et essayer de lui faire du bien plutôt que de la détruire. Il y en a un très beau, c'est la fécondité. Les éléphants, quand ils sont chassés, nous font des jumeaux tous les 2 ans, et quand ils sont dans une réserve bien protégée, ils font des bébés tous les 5 ans. On ne sait pas faire ça. On continue, nous, à proliférer de façon incroyable. On va arriver, je disais, à 8 milliards d'humains. Vous savez, dans le rapport de l'IPBES sorti récemment, il y a une jolie ligne qui dit que, globalement, c'est vrai, elle s'en va partout, la biodiversité, mais cependant, c'est mieux dans les territoires gérés par les populations autochtones. Et ces gens-là savent contrôler leur natalité. Donc vous voyez, on revient à des choses qui sont assez intéressantes et bien inspirées de la nature. On arrive au bout. Donc, je vais dire une chose, je vais revenir à Edgar Morin, qu'on voit régulièrement, et qui a dit 2 très belles choses récemment. Il disait au président Macron, vous savez, quand on gouverne en laissant une grande partie des gens de côté, il faisait le versus, la relation avec les Gilets jaunes, méfiez-vous parce que le premier gourou qui passe, il gagne. Ce qui s'est passé en Italie, au Brésil, et qui n'est pas du tout exclu en France non plus. C'est pour vous montrer l'importance de ce débat. Ce n'est pas une question d'écolo farfelu, c'est vraiment l'avenir social de tous les systèmes. Il disait après, lorsqu'on revient à la barbarie, et ce matin on a évoqué le livre de Philippe Cadic que tu évoquais là, chaque fois qu'on est revenu à la barbarie, ça s'est passé souvent dans l'histoire de l'humanité, qui trinque en premier? Je vais revenir à mon combat essentiel, les femmes, les enfants et les animaux. Donc, si on veut effectivement être capable de pouvoir garder tout ça avec nous en harmonie, comme on l'a évoqué tout à l'heure, faire ces développements en matière de biomimétisme et puis de bioinspiration, et garder ça avec nous, si on ne les garde pas, qui trinquera en premier? Ce n'est pas les riches. Donc on revient à ce problème qu'on évoquait ce matin, malgré toutes les recherches qui sont faites partout. C'est Ismaël Serageldine, qui est le patron de la grande bibliothèque d'Alexandrie, qui disait récemment, j'ai compté tous les chercheurs du monde. Il y en a plus aujourd'hui à l'instant T que la somme de tous ceux qui existaient dans le passé. Et pourtant, on ne fait que creuser le fossé entre les riches et les pauvres. Il y a du boulot. Et qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi? Je vous remercie. C'est qu'on se bat pour que ce probable qu'on nous promet là ne se produise pas. Merci.